Bienvenue sur la Bold Academy. La vidéo d'aujourd'hui sera un focus sur le mécanisme de garantie d'actifs et de passifs, plus communément connu sous le nom de GAP quand on est dans un M&A ou de déclaration et garantie dans une levée de fonds. Par simplicité, j'utiliserai dans cette vidéo surtout le terme de GAP. Cette vidéo s'inscrit directement dans la continuité de celle relative à la préparation juridique d'une levée de fonds. Je t'invite donc à visionner cette précédente vidéo afin de ne pas être perdu devant les explications que je vais te fournir. Originellement, la GAP avait pour objectif de prévenir les acquéreurs d'une société contre les risques financiers qui pouvaient résulter d'une gestion antérieure approximative des sujets juridiques et des obligations réglementaires dans la société qu'ils achètent. Progressivement, ce mécanisme auparavant réservé aux acquisitions a commencé à être de plus en plus populaire auprès des investisseurs qui souhaitent avoir une image fidèle et transparente de la société dans laquelle ils investissent. Le fait est que désormais, la signature d'une GAP constitue une condition essentielle de l'investissement de la plupart des fonds VC, et ce, dès le seed. Avec le pacte d'associés décrit dans le term sheet de ta LOI, ce n'est donc plus un, mais deux documents contractuels complexes pourtant essentiels à négocier dans le cadre de ta levée ou de ton exit. Mais pas de panique, nous avons prévu de bien t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une GAP concrètement, ce que tu es en droit de négocier avec tes investisseurs ou acquéreurs, et les différences fondamentales et pratiques entre la GAP stipulée dans le cadre d'une levée de fonds et celle stipulée dans le cadre d'un M&A. Attention, c'est parti! La GAP, c'est un peu le document qui permet d'importer la célèbre garantie des vices cachés sur le terrain des acquisitions de sociétés. La GAP est donc un contrat qui s'articule autour de deux parties successives. Dans un premier temps, les opérationnels, c'est-à-dire ceux qui avaient la main sur la gestion de la société, vont faire un certain nombre de déclarations à destination des acquéreurs ou investisseurs selon le cas. Nous les appellerons bénéficiaires de la GAP pour le reste de cette vidéo. Afin d'assurer à ces derniers que leur boîte est fonctionnelle, mais surtout respectueuse des lois et réglementations en vigueur. Concrètement, les bénéficiaires souhaitent que les dits opérationnels leur assurent personnellement que leur investissement est safe. Dans un second temps, il est mis en place un mécanisme d'indemnisation. Si une des déclarations des opérationnels dans la première partie du document s'avère inexacte et qu'il en résulte une diminution de l'actif ou une augmentation du passif de la société, les opérationnels et ou parfois la société devront indemniser les bénéficiaires. Passons maintenant au processus de rédaction de la GAP. Comme je l'évoquais précédemment, il s'agit d'un document central engageant la responsabilité financière des opérationnels qu'il faudra donc négocier au fur et à mesure du déroulement de l'opération. Vu qu'il s'agit d'un élément essentiel du deal, son existence à minima doit être clairement mentionnée lors des premiers échanges avec les investisseurs, donc au stade de la LOI. Comme nous l'avons déjà dit sur cette chaîne, il est fortement conseillé de préciser le plus possible les conditions de cette garantie dans le term sheet annexé à la LOI. Pour avoir une image un peu plus simple, on va comparer avec l'achat d'un appartement. La procédure commence lorsque la LOI est signée et qu'elle mentionne bien la stipulation d'une GAP qui suivra l'audit juridique et financier de ta boîte par des investisseurs. En gros, tu veux vendre ta maison et ça y est, des acheteurs potentiels se sont montrés intéressés pour visiter ton bien, qui sur leur papier leur plaît carrément. La première étape est constituée par le pré-audit qui a fait à lui seul l'objet d'une vidéo entière sur notre chaîne. Le lien est en description. Puisque tu veux que la visite se passe correctement, tu t'assures en amont que ta maison soit au maximum rangée, propre et en bon état. Le but est qu'aucune irrégularité criante ne saute aux yeux des acheteurs ou investisseurs potentiels. Donc on complète et on régularise ce qui doit l'être, dans la mesure du possible. Néanmoins, nous ne conseillons jamais de dissimuler les vices irrégularisables dont les conséquences financières pour la société seraient probables et importantes puisque ce serait à toi de les supporter si jamais ils venaient à survenir. En gros, s'il y a un problème dans ta maison, tel que un trou dans le toit, et ben c'est pas en tendant une bâche au-dessus du salon que tu pourras assurer à tes investisseurs qu'il ne pleuvra jamais à l'intérieur du salon. La seconde étape est constituée par l'audit à proprement parler des conseils des investisseurs ou acquéreurs. Ils visitent ton appartement et ils notent tout ce qui va et ce qui ne va pas. En gros, ils font leur propre état des lieux. Ils vont ensuite poser toutes les questions qu'ils jugent nécessaires pour se faire un avis éclairé sur la situation de ta société. Cela va passer par plusieurs allers-retours de questions-réponses entre toi et tes conseils, car nous sommes bien évidemment là pour t'aiguiller dans les réponses à fournir sur les sujets juridiques. Le niveau de détail va évoluer en fonction du vécu de la société et de son développement. Plus la maison vendue est volumineuse et ancienne, plus la visite dure longtemps, c'est logique. La troisième étape est celle de la rédaction de la GAP.
Dans un premier temps, les conseils des investisseurs t'envoient une version standard de la GAP portant sur un scope le plus vaste possible. La première version du document est donc bien souvent volontairement incorrecte, car c'est sous cette forme qu'elle sera la plus protectrice pour les bénéficiaires de la GAP. Pour continuer notre analogie, la partie déclaration de la GAP, qui s'apparente donc à un état des lieux, indique à ce stade que toutes les pièces de la maison sont en excellent état. Dans un second temps, tu vas donc amender la partie déclaration de la GAP pour qu'elle reflète la réalité. Ces déclarations étant en principe exonératoires de responsabilité. Autrement dit, tout ce que je te révèle est exclu de mon obligation de garantie. Les bénéficiaires de la GAP vont donc souhaiter que ces exceptions soient le plus spécifiques possible. On reprend l'analogie immobilière et cela donne très bon état, à l'exception d'une tache dans le coin extérieur gauche et une fissure sur la fenêtre droite. À ce stade, les auditeurs ne devraient pas être surpris de ces adaptations puisqu'ils ont déjà repéré ces points au cours de leurs audits. J'ai dit précédemment que les exceptions formulées dans les déclarations sont exonératoires. En réalité, le traitement de ces sujets peut varier en fonction de leur gravité. 3 possibilités. Première possibilité, le sujet est remédiable. Nous essayons donc de prévoir une régularisation avant ou après le closing de l'opération en fonction de l'urgence de la dite régularisation et du timing nécessaire pour faire la dite régularisation. Deuxième possibilité, le sujet a des conséquences pécuniaires limitées et ou une probabilité faible de se réaliser. Le porter à la connaissance des bénéficiaires de la GAP est suffisant pour considérer sa survenance comme pouvant être écartée du scope de la GAP. Ces exceptions seront donc, en toute logique, exonératoires de garantie. Dernière possibilité, le sujet est essentiel, probable et ou peut entraîner des conséquences pécuniaires importantes. Il est donc potentiellement deal breaker. Dans ce cas, le seul moyen de maintenir le deal à flot sera peut-être de prévoir une garantie spécifique et indépendante qui couvrira ce risque à l'euro. Il s'agit d'une expression en vieux français pour te dire qu'il faudra indemniser les bénéficiaires de la GAP pour la totalité des conséquences pécuniaires engendrées par la réalisation de ce risque, et ce, dès le premier euro. À un stade de développement early, ce genre de risque relève presque du cas d'école et est donc rarissime. Les éléments importants doivent donc être déclarés rapidement pour éviter un blocage du deal à une date très proche du closing ou d'engager indéfiniment ta responsabilité dans le cadre de la GAP. L'intérêt de chacun est donc que les déclarations reflètent de manière claire et transparente l'état de conformité juridique et comptable de ta société. Si les déclarations s'avèrent finalement inexactes, la GAP permettra alors le déclenchement d'une mécanique d'indemnisation des bénéficiaires dont les conditions financières sont négociables. Les conditions de la GAP peuvent varier en fonction de l'architecture du deal. Nous t'avons préparé une liste de sujets essentiels qui devront faire l'objet d'une attention particulière afin que ce mécanisme de protection des investisseurs et acquéreurs ne se transforme pas en piège financier pour les opérationnels qui y sont soumis. Les questions à se poser invariablement sont les suivantes. Tout d'abord, qui est tenu par la GAP? Seuls les opérationnels ayant la main sur la gestion courante de la société ou la société elle-même, peuvent être tenus par ce mécanisme. Autrement dit, si tu es un ancien fondateur dormant ayant quitté le navire il y a de ça un bon bout de temps, mais disposant encore d'une quote-part du capital de la société cible, il est normal que tu ne garantisses pas les nouveaux entrants contre les risques liés à la mauvaise gestion actuelle de la société. Deuxième question à se poser. Qui peut être poursuivi en responsabilité au titre de la GAP et à quelle hauteur? Il s'agit de la question de la solidarité juridique entre les opérationnels soumis à la GAP. Dans l'idéal, il faudrait que chacun soit responsable à hauteur de sa participation dans le capital de la société. Tu es un CTO intéressé à 10% du capital de ta boîte, il faudrait que tu ne sois tenu qu'au paiement d'un maximum de 10% du montant total des indemnisations déclenchées par l'activation de la GAP. Et ce, même si les autres opérationnels sont insolvables. Troisième question, quels sont les seuils d'activation de la garantie? Généralement, la GAP n'est pas activable au moindre préjudice. Plusieurs termes un peu techniques interviennent donc. Le de minimis. Ce terme désigne le montant individuel à partir duquel un préjudice est pris en compte. Autrement dit, on considère que l'on ne va pas mettre en branle la machinerie d'indemnisation pour des tout petits préjudices. Attention cependant, on agrège souvent les préjudices ayant le même fait générateur. Par exemple, si tous tes salariés revendiquent le mauvais décompte des heures supplémentaires, on en tiendra compte de façon globale pour calculer le montant du préjudice subi par la société et déterminer s'il est pris en compte ou non. Deux autres notions qui vont intervenir, le seuil de déclenchement et la franchise. Ce sont deux termes assez proches mais qui sont en réalité bien différents
et qui constitue souvent un piège pour les personnes soumises à la gap. Dans les deux cas, il s'agit du montant minimum à partir duquel un ou plusieurs préjudices déclenchent le mécanisme d'indemnisation. Cependant, la franchise, plus protectrice, exonère le garant du paiement des sommes inférieures au montant stipulé. A l'inverse, en cas d'atteinte du seuil de déclenchement, le préjudice doit être indemnisé depuis le premier euro. Dernière question, quelle est la durée de la garantie? Le but n'est pas de maintenir indéfiniment une épée de Damoclès au-dessus de la tête des opérationnels, qu'ils soient encore à la barre ou sortant. La durée de la garantie est donc souvent limitée dans le temps, entre 18 et 24 mois. Attention cependant, il y a certains sujets sur lesquels tu ne pourras généralement pas négocier la durée. C'est tout ce qui touche aux déclarations faites en matière fiscale et sociale pour lesquelles la garantie sera calée sur la durée de la prescription qui est généralement de 3 ans. Comme expliqué tout au début de la vidéo, la gap est un mécanisme originellement conçu pour les acquisitions, les M&A, comme disent les pros. Cela s'explique aisément. Dans le cadre d'une acquisition, il y a un véritable transfert de propriété de l'entité juridique. Les parties ne seront pas amenées à échanger de nouveau, sauf justement dans le cadre de la gap, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle pour aucun d'entre eux. Il est fréquent que les anciens dirigeants de la société acquise soient intégrés aux équipes de l'acquéreur, soit temporairement pour faire la transition, soit pour du plus long terme, mais ils ne sont plus les maîtres à bord et seront potentiellement dans une position de subordination vis-à-vis de l'acquéreur, en tant que salarié par exemple. Lors d'une levée de fonds, tu fais rentrer des investisseurs avec lesquels tu es censé continuer à bosser et construire le succès du projet sur le long terme. La gap est donc moins souvent activée et intègre plus souvent des régularisations post-closing que tu t'engages à mettre dans ta roadmap. L'exemple le plus fréquent est celui de la mise en conformité RGPD lors des premiers tours d'investissement. Il est quasi impossible de se mettre d'équerre dans le timing parfois très serré d'une levée de fonds. Et si la société vient de démarrer son activité, ce n'est pas encore dramatique si tous les process de gestion de la donnée n'ont pas encore été mis en place. Alors on s'engage à s'en occuper rapidement, sous peine de voir sa responsabilité contractuelle engagée. Concrètement, les gap M&A seront activés sans hésitation par les acquéreurs découvrant un cadavre dans le placard, alors que les gap investisseurs sont plus rarement activés sous réserve de pouvoir proposer une régularisation acceptable pour l'investisseur lésé. En fait, vous conviendrez qu'il est plus facile de s'arranger avec son locataire qu'avec le nouveau propriétaire de votre belle maison. Compte tenu de ces différences de philosophie et donc du contexte dans lequel s'inscrit le document, les points de négociation suivants vont varier d'une gap investisseur à une gap M&A. Tout d'abord, quel est le plafond de la garantie? La gap est un mécanisme d'indemnisation qui est limité. Il s'agit de rembourser les bénéficiaires de la gap de tout ou partie du montant investi ou payé, mais jamais plus. Cela va dépendre des pratiques de marché et surtout du type de deal. S'il s'agit d'un investissement, la gap portera souvent sur 100% du montant investi, alors que s'il s'agit d'une acquisition, le plafond de la garantie sera souvent limité à un quart ou un tiers du prix d'acquisition. Le séquestre. Dans le cadre des gap M&A, afin d'assurer l'effectivité du remboursement des bénéficiaires de la gap en cas de survenance d'un préjudice, il est possible qu'une partie du prix payé ou investi soit séquestrée. Le principe se justifie dans la mesure où le contact entre les parties ne sera pas maintenu et qu'il sera donc plus difficile d'avoir un contrôle sur la récupération des sommes versées aux vendeurs. À vrai dire, une fois les sommes touchées, il pourrait très bien tout dilapider en un après-midi. Il est donc préférable pour l'acheteur de ne verser qu'une partie du prix et d'en garder une autre de côté qui ne sera libérée qu'une fois qu'il sera assuré de la solidité de la société qu'il vient de racheter. Le séquestre doit en tout état de cause ne pas porter sur un montant trop important. Les pratiques de marché en matière de quote-part séquestrée varient assez franchement d'un deal à l'autre, mais nous essayons généralement de le limiter à 50% du prix de cession. Sachant qu'il est courant que le versement du prix soit différé dans le temps via le mécanisme du complément de prix, ou earn-out, le but est quand même que les cédants puissent se payer un resto à la sortie du closing. Comment va s'effectuer le remboursement des bénéficiaires en cas d'activation de la gap? Dans le cadre des gap investisseurs, cette fois-ci, le mécanisme de remboursement peut être plus varié. Le garant ne disposant généralement pas de liquidité suffisante pour lui permettre de procéder à l'indemnisation des investisseurs prévue par la gap. On peut donc prévoir que le garant pourra rembourser les investisseurs en cash ou en actions, et donc subir une dilution supplémentaire en lieu et place d'un véritable paiement. Il est même de plus en plus accepté que cette dilution se fasse via l'émission de nouvelles parts et non par voie de cession des actions détenues par les opérationnels. Bon, ce n'était pas si terrible que ça finalement. Tu sais désormais que l'existence même d'une gap n'est pas à prendre à la légère et qu'elle nécessitera au moins autant d'attention de ta part que le pacte d'associés dans le cadre d'une levée de fonds ou que le contrat de cession de ta société dans le cadre d'un M&A. Mais surtout, tu disposes maintenant à la fois des clés te permettant de comprendre les clauses principales de ce document et les points principaux qui pourraient être négociés. C'est vrai que la gap peut faire peur, mais en principe, tu devrais être systématiquement accompagné des services d'un avocat pour la négocier au mieux. Donc comme dirait le proverbe, keep calm and call a lawyer.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines et on se retrouve très vite. Ciao!